Bien, en cette matinée consacrée à la recherche, je suis extrêmement heureux d'accueillir Pierre Delage pour cette seconde leçon inaugurale consacrée à la mécanique des sols martiens. Pierre, tu es ancien élève de l'école des Ponts. Après une thèse à l'école des Mines et à l'université Paris 6, eh bien, tu as mené ta recherche au sein de l'école, au sein du CERMES, le Centre d'enseignement et de recherche en mécanique des sols, que tu as contribué à fonder, qui constitue désormais l'une des équipes de recherche du laboratoire Navier. Tu es aussi professeur de géotechnique dans les enseignements du département génie civil et construction. Parmi les très nombreux sujets de recherche auxquels tu travailles, tu collabores depuis quelques années avec la NASA pour la préparation de la mission InSight, qui va partir sur Mars au printemps prochain. Et donc, je suis très impatient, et nous sommes très impatients d'écouter ta conférence qui va nous raconter comment nous allons bientôt pouvoir écouter comment bat le cœur de la planète rouge. D'accord, merci. Merci, Pierre. Merci François, le son ça marche. Hein. Très bien, donc mécanique des sols martiens, et dedans il y a mécanique des sols et il y a Mars, et vous allez voir qu'on va traiter des deux choses. Hein. La mécanique des sols, il y en a certains d'entre vous qui auront à en faire. Et voilà, alors vous pouvez vous demander pourquoi effectivement je me suis retrouvé impliqué à faire la mécanique des sols. Eh bien ce qui s'est passé un beau jour, le 7 juin 2012, j'ai reçu un mail un peu bizarre intitulé « Mesure des vitesses S et P pour une mission martienne ». Alors, vous savez, on reçoit toujours des messages un peu bizarres, donc des fois, on les efface directement, mais là, ça avait attiré mon attention. Et puis, effectivement, je vois qu'il est question que ça avait l'air sérieux, qu'il est question d'un sismomètre sur Mars, que si je veux plus d'informations, je vais sur un site qui finit par NASA, donc ça paraissait de plus en plus sérieux, et que c'était signé Philippe Lognonnet, responsable équipe géophysique spatiale et planétaire à l'IPGP. Alors évidemment, l'IPGP, bon, moi je savais ce que c'était, c'est l'Institut de physique du globe de Paris, qui est un institut de géophysique mondialement connu, hein, qui en particulier est très avancé pour tout ce qui est sismologie. D'ailleurs, l'ancienne directrice de l'IPGP a été, à l'époque, dans les années 90, captée. Elle est allée diriger le laboratoire de géophysique de l'université de Berkeley. Et Philippe Lognonnet, qu'on voit ici, qui est souvent en belle chemise à fleurs, comme vous pouvez le voir, était un de ses doctorants. Donc maintenant, il s'occupe de sismologie planétaire, se préoccupe de la structure interne de Mars, de la Lune, processus d'impact des météorites qui tombent sur les planètes et analyse des données Apollo de sismologie. Il y avait déjà un sismomètre sur la Lune dans les missions Apollo. Après, je suis allé sur le site de la NASA pour avoir des informations sur la mission InSight. Et donc là, vous voyez la photo de Bruce Bannert, qui est le responsable de cette mission. Et donc le site explique le but de la mission, qui est donc par rapport aux missions précédentes qui étaient plus dédiées à la surface, hein, les choses dont on entend parler. Il y a beaucoup de tentatives de compréhension géologique, de détection éventuellement de molécules organiques, de détection d'eau pour voir s'il y a eu de la vie ou pas sur Mars, s'il y a de l'eau sur Mars, etc. Et bien là, le but de cette mission-là, c'est d'aller plus à l'intérieur de Mars, donc d'entendre battre le cœur de la planète rouge, comme l'a dit François. Donc les processus qui ont formé les planètes telluriques du système solaire il y a plus de 4 milliards d'années, et puis aussi de voir ce qui se passe en termes d'activité tectonique sur la planète. Et donc c'est le premier sismomètre qui va atterrir, alors on dit atterrir sur Mars, sachant qu'il y a eu des sismomètres déjà qui ont été envoyés sur pas mal de planètes en fait. Alors la façon dont ça s'est passé,
Eh bien, les missions NASA, c'est quelque chose qui est géré par appel d'offres. Donc, il y a eu un appel de la NASA en 2010, en juin 2010, complètement ouvert, en disant aux gens, qu'est-ce que vous voulez faire comme mission dans l'espace? Donc, il y a eu 28 propositions reçues, mais qui peuvent concerner Jupiter, Pluton, les astéroïdes, les comètes, etc., etc. Donc, ça, c'est juin 2010. En mai 2011, 3 ont été sélectionnés, et en août 2012, InSight a gagné. Donc, vous voyez que c'était une lutte assez dure, quoi. Et moi, j'avais reçu mon message en juin 2012, juste avant. Donc, en août, ils m'ont appelé tout content, mais je ne réalisais pas quel était l'enjeu. Et en fait, c'est vrai qu'avoir, y compris quand on est à la NASA, avoir son projet accepté et financé et pouvoir réaliser sa mission, c'est un peu un rêve, quoi. Et donc, tout le monde à l'époque était sur un petit nuage. Le lancement initialement prévu en mai 2016, mais en décembre 2015, le nuage s'est effondré parce qu'il y a eu des problèmes avec l'appareil français dont je vais vous parler. Donc il y a eu un décalage de 2 ans, report de 2016 à 2018 de la mission qui a coûté 150 millions de dollars en plus. Alors effectivement, j'ai écrit au-dessus qu'il s'agit de la 12e mission du programme Discovery, qui sont des missions à coût raisonnable, on va dire. Le coût d'une mission doit être inférieur à 450 millions d'euros, ce qui n'est pas excessif si on le rapporte aux travaux d'infrastructures terrestres, par exemple, les kilomètres d'autoroutes, de TGV, etc. Et puis, voilà, le lancement est prévu, là, une fusée Atlas V1, donc ça, c'est pour 160 millions de dollars en mai 2018, donc c'est l'année prochaine que cette mission va être lancée. Alors, elle s'appelle InSight, ça veut dire Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. C'est le Jet Propulsion Laboratory, qui est le laboratoire de la NASA, qui est situé près de Los Angeles, qui est responsable de tout ce qui se passe sur Mars, avec, on va le voir, beaucoup de succès. La France intervient parce que le Centre national d'études spatiales cofinance cette mission. Et une des raisons pour lesquelles la mission a été acceptée, c'est que le responsable est allé chercher des collaborations beaucoup en Europe, en France, ici avec le CNES, en Allemagne avec le Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Vous allez voir pourquoi, excusez mon accent allemand qui est sûrement piètre. Et puis vous voyez qu'il y a Supaéro qui est dedans, qui était dans le projet de départ, parce qu'ils ont une équipe de recherche spatiale assez forte. Et puis bien sûr l'Institut de physique du globe de Paris. Alors nous, on est arrivé après, on n'a pas participé à la bataille, au montage du projet, donc on n'est pas là-dedans en tant que, à proprement parler, sur cet affichage. Alors, voici l'allure de l'atterrisseur. Hein, vous le voyez ici, une image d'artiste, comme on dit, sur Mars. Ici, vous le voyez en montage à Denver, Colorado, c'est Lockheed Martin. Vous voyez les 2 grands capteurs solaires, vous voyez la taille des gens. Donc, c'est comme une grande table à manger avec des appareils dessus. On va détailler les appareils. Une autre raison pour laquelle la mission a été choisie, c'est qu'elle est basée sur un atterrisseur qui était l'atterrisseur Phoenix, que vous voyez ici représenté près du pôle nord de la planète, qui a été lancé en 2008 et ça a été une réussite complète, y compris pour tout ce qui est atterrissage, et on va voir que c'est le principal enjeu. Donc c'est la même structure, simplement ce sont les appareils qui vont être différents. Phoenix, dans le pôle Nord, voulait en particulier regarder forêts pour voir s'il y avait de l'eau gelée sur les pôles et les régions arctiques de la planète. Alors, donc, pourquoi Seismic Investigation? Eh bien, voilà, c'est là qu'intervient donc le CNES. Il finance pour 50 millions d'euros un sismomètre qui s'appelle SEIS, Seismic Experiment for Infrastructure. Donc, c'est un cofinancement donc, de la France à la mission, et c'est l'appareil principal qui va donner à la mission tout son sens. Alors juste en sismologie, vous avez peut-être vu déjà passer ça, là c'est ce qui se passe sur Terre quand vous avez un météorite qui tape, vous avez des ondes de compression. Alors vous avez peut-être vu passer ça, les ondes de compression c'est comme un ressort, hein, les matériaux sont élastiques, vous avez des zones, c'est là que ça se passe, des zones comprimées ici, des zones dilatées ici, puis vous avez une progression de ce front de compression. C'est une progression d'une onde de compression. Alors ces ondes de compression, elles ont comme
elles sont capables de passer, vous les voyez ici, une onde qui va ici donc se promener dans le manteau, qui va être réfractée dans le noyau liquide et qui va être réfractée à son contact du manteau ici. Alors vous avez différents types d'ondes de compression. Voilà, ici vous avez l'arrivée de l'onde réfléchie, ici vous avez l'arrivée d'une onde P réfractée. Donc voilà, alors vous voyez que le trajet d'une onde vous donne indirectement des informations d'une onde P en tout cas, ici, vous avez une donnée relative au diamètre du noyau liquide. Donc ça, c'est intéressant. On considère aussi les ondes de cisaillement qui sont en rouge ici. Donc les ondes S, c'est un peu la même chose, sauf que c'est du cisaillement, donc ça ondule. Mais c'est un autre mouvement infinitésimal qui affecte la matière solide à l'intérieur. Et vous voyez que les ondes S, elles ne sont pas capables de traverser les liquides. Elles ne peuvent se propager, alors bon, je ne décrirai pas ce phénomène-là, mais elles se propagent essentiellement dans les matières solides, et donc ici, vous voyez une onde S réfléchie, et une onde S, et vous en avez une ici qui passe directement, qui repart en passant uniquement dans le manteau, donc sans réflexion, et qui revient ici. Donc l'idée de la sismologie, c'est d'avoir quelque part, à un endroit donné, alors on va voir où il est sur Mars, d'avoir un sismomètre et d'analyser les ondes que reçoit le sismomètre à partir des impacts des météorites qu'on va caractériser par ailleurs parce qu'on a un ensemble de sondes orbitales très précises, comme on va le voir. Et donc, alors après, ce sont des traitements inverses assez sophistiqués, c'est tout l'objet de la sismologie, qui permet de reconstituer le trajet des ondes et d'avoir une idée du diamètre du noyau liquide et donc de la structure intérieure de la planète. Alors, le dispositif, il y a un autre dispositif Heat Transport, là, qui est fourni par le centre spatial allemand, DLR. Donc, c'est Heat Flow and Physical Property Package. Donc ça, c'est un thermomètre qui va être foncé, enfin un fil contenant des thermomètres qui va être enfoncé dynamiquement par un système, donc ce qu'on appelle la MOL, qui est ici, qui est un système dynamique interne, et donc ça va taper. Tout ça mu par l'énergie solaire des capteurs, et ça va pénétrer à 5 mètres de profondeur et nous donner le gradient de température sur les 5 premiers mètres de la surface. Alors c'est vrai que ce n'est pas beaucoup par rapport au diamètre de Mars, mais ça donne des effets, des informations relatives également à la source de chaleur qui est engendrée par le noyau. Alors la géodésie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est utiliser le fait qu'on a un instrument très précis, un instrument basé sur Mars qui va envoyer des ondes radio et qui va permettre de suivre avec énormément de précision la rotation de la planète. Et l'idée est simple, c'est que selon que votre œuf est frais ou dur, il ne tourne pas de la même façon. Donc si Mars était solide, ça tournerait facilement, comme l'œuf dur que vous faites tourner. Si vous avez un noyau mou dedans, vous voyez que l'œuf est perturbé dans sa rotation, et bien la géodésie fait des calculs basés sur ce phénomène physique. Et donc vous avez ici 3 approches. Il y en a d'autres, mais les 3 principales approches qui sont destinées, entre autres, à avoir une idée précise sur le diamètre de ce noyau liquide de la planète. Qui a le même âge que la Terre, qui est un peu une sœur proche de la Terre, et toute compréhension, comme on l'a dit en introduction, toute meilleure compréhension de la création d'une planète est valable pour toutes les planètes terrestres. L'intérêt de Mars, c'est que c'est un peu un fossile, c'est-à-dire que tout s'est arrêté il y a 3,5 milliards d'années, donc ça vous donne une idée de ce qui s'est passé il y a 3,5 milliards d'années en termes de structure. Alors ça va être fait par l'Observatoire royal de Belgique, vous voyez, donc il y a pas mal de nations européennes impliquées, et sachant que pour l'instant, le rayon du noyau est estimé entre 1300 et 2000 km. Alors, la mission, le plus dur, c'est ça, c'est ce qu'ils appellent 7 minutes de terreur. Vous voyez souvent
des images de gens qui sautent de joie quand l'atterrissage est réussi. On ne vous montre pas l'ambiance quand l'atterrissage est raté, ça arrive aussi, c'est beaucoup arrivé aussi, évidemment on n'en parle pas, mais les gens travaillent des années, vous avez à peu près $1 milliard d'investissement, des années de travail, quand ça marche on est content et quand ça ne marche pas, on est très triste, quoi. Donc, alors c'est pour ça qu'on dit que ça dure après 7 minutes, c'est Entry IDL, Entry Descent and Landing. 7 minutes, donc vous avez d'abord l'entrée ici, bon c'est schématisé, oui, tout en haut là-bas, c'est le système de croisière avec une protection et puis des capteurs solaires qui donnent un petit peu d'énergie pour ajuster la vitesse de croisière qui est due à des effets de gravité. Ici, vous avez un des premiers boucliers qui se sépare. Ça descend tout seul. On met le parachute. Alors, le parachute, eh ben, on le voit, ça c'était la dernière mission, la mission Curiosity, qui est toujours en cours. On avait une des images, HiRISE, c'est une des caméras sur un des sondes orbitales de très grande précision. Donc, c'est quand même extraordinaire de voir la sonde qui est en train d'atterrir avec son parachute, avec une belle photo de Mars en dessous. Ensuite, on libère le bouclier, ben ça c'est Curiosity, on voit qui a pris une photo depuis la sonde qui descend. Le bouclier est à 16 mètres, c'est 1,5 minutes avant l'atterrissage. Alors Curiosity, c'est une autre mission c'est la plus récente qui a été aussi couronnée de succès. On met des rétrofusées quand on arrive proche de la planète. Vous voyez ici, on figure, c'est avec des lasers et des sondes radar qu'on a une idée de la distance. Et tout ça est piloté automatiquement, puisque les ondes mettent autour de 10 minutes à arriver, donc on ne peut pas faire un atterrissage en direct. Donc tout doit être complètement automatisé et marcher très bien. Et puis voilà, on a le toucher. Et donc ici, vous avez une photo de Phoenix. Je ne sais pas si je pourrais peut-être éteindre. On va voir pas mal de photos. Vous avez une photo de Phoenix qui touche, donc ça sera exactement, si tout va bien, la même chose. C'est le contact, et puis vous voyez déjà un peu d'ailleurs le sol martien dont on va pas mal parler aujourd'hui. Ensuite, on déploie les capteurs solaires et puis la mission commence. Alors un petit rappel sur les planètes. Quand vous étiez petit, on vous a peut-être appris que l'ordre des planètes peut se faire ici entre Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et puis à l'époque, il y avait Pluton, et vous savez que Pluton n'est plus considéré comme une planète du système solaire. Les planètes telluriques sont celles-ci, donc elles ont toutes des histoires analogues, et c'est à celles-ci qu'on va s'intéresser davantage. Et en particulier à Mars, donc, que vous voyez ici, comparé à la Terre. Donc, par rapport à la Terre, vous avez un diamètre beaucoup plus petit, à peu près la moitié, 6679 km, une gravité forcément à peu près du tiers de la gravité terrestre, une pression atmosphérique non nulle, mais très faible, donc 6 millibars, à comparer à notre pression. Donc, l'atmosphère est 96% de CO2. Et une température moyenne de moins 60 degrés, moins 133 c'est l'extrême au pôle sud, moins 3 degrés c'est à l'équateur quand c'est l'été, quoi. Mais bon, vous voyez que ce sont des températures faibles, donc voilà, vous savez que sur Terre on est autour de 1015 millibars, et puis qu'on a un diamètre de 12 742 km, et puis la Lune, je vous rappelle que c'est autour de 4000 km. Donc ça vous donne un petit peu des ordres de grandeur. On passe ici dans un repère géocentré, donc c'est comme ce qu'on croyait à l'époque, que la Terre est le centre de l'univers et que le Soleil tourne autour. Il y a des gens qui ont été brûlés pour ça, donc ne reprenez pas ces choses-là à votre compte. Donc vous avez la Terre et vous voyez la trajectoire de Mars autour de la Terre. En fait, on sait que le 30 mai 2016, et c'est là que devait avoir lieu le lancement de la mission, qui a été retardée, Mars était à 75 millions de kilomètres de la Terre, mais vous voyez qu'en d'autres
saison, Mars peut aller à 400 millions de kilomètres de la Terre, sachant que la distance de la Terre au Soleil est de 149,6 millions de kilomètres. Donc, en fait, on peut aller sur Mars tous les 2 ans. Et donc, c'est pour ça qu'on attend 2 ans et qu'on sait en mai prochain que la fusée va être lancée. Et je vous rappelle que la distance Terre-Lune est d'un autre ordre de grandeur, évidemment, puisque Lune est un satellite de la Terre. Alors, sur Mars, ça, c'est des choses... Maintenant, on a des choses extraordinaires que vous pouvez trouver sur les sites, sur Wikipédia et sur les sites de la NASA. Ce qui caractérise Mars en particulier, c'est un canyon de 3770 km de long. Il a été appelé en l'honneur de la sonde orbitale Mariner 9, qui est la première à avoir tourné en 71. Alors vous voyez il y avait une compétition avec les Russes. Elle est arrivée une semaine avant la sonde russe Mars 2, en ayant été envoyée après. Elle est partie une semaine après. Mariner 9, elle est arrivée une semaine avant. Donc c'était limite. C'était donc à l'époque de la compétition entre l'Union soviétique et les Américains. Ici, vous avez, par rapport à l'altitude moyenne de Mars, une altitude de plus 4 km et à l'intérieur, en fond du canyon, vous avez moins 4 km, donc la pente fait 8 km. Ici, vous avez des volcans qui ont une altitude de 14 km, donc en fait, c'est les plus grands canyons et les plus grands sommets du système solaire. On a repéré qu'ils étaient sur Mars, parmi les 4 autres planètes telluriques. Alors ici, vous avez donc des résultats, voilà, c'est 97-2006, c'est la sonde Mars Global Surveyor. L'exploration de Mars, c'est 2 choses, c'est des sondes orbitales avec des tas de capteurs et de systèmes, et puis des rovers, des atterrisseurs fixes et des rovers qui se déplacent, dont vous avez sûrement entendu parler. Alors vous avez l'échelle ici, donc l'échelle des profondeurs et des altitudes. Donc en bleu, on est à moins 4 km, en rouge, on est à plus 4 km, et puis les volcans ici font 14 km. Alors ça, c'est la sonde MOLA, Mars Orbiter, donc c'est une des sondes qui a tourné, vous voyez, pendant une dizaine d'années, et qui a fonctionné pendant une dizaine d'années, et c'est par altimétrie laser qu'on a pu avoir une cartographie précise des altitudes sur la planète. Voilà, alors une autre chose, c'est... les impacts, un peu comme sur la Lune, alors excusez-moi, c'est pas 60 millibars, c'est 6 millibars ici de pression atmosphérique. Le fait qu'il y ait une pression atmosphérique sur Mars a une grande importance sur laquelle on va revenir par rapport à la Lune qui n'en a pas, et la Terre qui a une pression atmosphérique très forte relativement. Alors l'histoire des missions NASA, elle est décrite ici, donc c'est la même carte, vous retrouvez, donc ça c'est une map monde de l'ensemble de Mars. Les premières sondes, en fait, datent de 1976, c'était Viking 1 et 2, qui sont des atterrisseurs, donc qui sont fixes, un peu comme InSight ou Phoenix, dont on a parlé. Ensuite, le premier rover, c'est-à-dire la petite voiture qui s'est promenée automatiquement sur Mars, c'était 97. Vous avez aussi le site dans lequel ça atterrit, c'était la mission Pathfinder. Ensuite, vous avez les rovers Spirit et Opportunity, qui étaient une deuxième échelle de rovers, qui ont été lancés en 2004 et qui ont fonctionné très longtemps. En fait, Opportunity, c'est remarquable. En 2004, ils espéraient la faire marcher 1 an ou 2, et puis vous voyez que ça a duré 12 ans. Donc ça montre aussi la qualité et la fiabilité du matériel qui a été envoyé et la quantité d'informations que ça a pu envoyer sur Terre. Donc Phoenix, qui est le même atterrisseur que InSight, était en 2008. Il était sur le pôle Nord pour essayer de détecter de la glace, et il a détecté de la glace, de l'eau gelée à faible profondeur. Et Curiosity, alors c'est un rover qui vient de fêter ses 5 ans, le 6 août dernier, et qui continue à marcher, à envoyer des photos extraordinaires dans le Gale Crater. Et donc InSight, prévu en 2018, c'est sur Elysium Planitia, qui est pas loin de l'équateur, pour des raisons justement de sismologie. Alors vous avez la même chose ici. D'ailleurs, vous avez ici le pôle Nord qui, avec ses variations de température, vous voyez de la glace qui est essentiellement du CO2 congelé. Donc ça veut dire qu'on est en dessous de moins 80 degrés. Donc vous voyez que l'été, ça monte à moins 50. Donc il y a une sublimation importante de gaz CO2. Il paraît que ça fait des tempêtes extraordinaires.
Le pôle sud est plus froid, donc lui, il reste toujours congelé. Il y a un petit peu, il y a des recherches actuellement s'intéressent à savoir quelle est la part de CO2 et d'eau congelée dans ces glaces, mais la majorité, c'est du CO2. Pour vous dire également qu'en fait, le premier atterrissage réussi, le premier rover était un rover russe en 1971, il s'appelait Mars 3, donc les Russes ont su qu'ils avaient réussi à atterrir. Le problème, c'est que quelques minutes après l'atterrissage, toutes les communications se sont arrêtées. Donc, ils ont été frustrés, évidemment, parce qu'en général, ce qui plante, c'est l'atterrissage. Une fois qu'on a atterri, tout va bien. Les Européens ont eu moins de chance avec un atterrissage raté en 2003 et un plus récemment dont vous avez dû entendre en octobre 2016. Alors c'est d'autant plus énervant, j'imagine, qu'immédiatement la caméra IRAS qui est dans MRO, Mars Rover Orbiter, c'est une des deux caméras, on va revenir sur l'instrumentation de MRO, c'est la caméra de contexte, donc avait fait une photo en 29 mai 2016, et le lendemain de la chute de ce qui apparaît Lee, ils étaient là pour prendre des photos. Donc vous avez ici un diamètre de 12 mètres, c'est le parachute. Et ici, vous avez l'impact de 15 par 40 mètres. Donc ça, c'est ce qui reste de l'atterrisseur. Et vous avez une distance d'1 kilomètre entre les deux. Donc voilà, ils ont dit, ah oui, votre rover, votre atterrisseur s'est planté, regardez les photos. Ici, vous avez un très bel cratère de météorites sur lesquels on va revenir. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut tirer de ces objets-là. Alors, on parlait des rovers, et puis on a maintenant de très belles images. Donc là, vous voyez le petit rover Sojourner de la mission Pathfinder en 1994. Alors, vous dites, il est en train de buter sur une roche, mais non. Après, il a fait... Donc, lui, il fait 10 kilos, il n'est pas très gros. Mais après, il a voyagé... Ah oui, on confirme cette couleur ocre typique de la planète rouge, qui est des poussières d'oxyde ferrique. Alors, l'oxyde ferrique peut durer sur Mars parce qu'on a une petite pression atmosphérique qui protège des bombardements ioniques, des vents solaires. Et cette couleur-là, on ne l'a pas sur la Lune, qui n'a pas d'atmosphère du tout, et dans laquelle tous les oxydes ont été réduits. Donc c'est déjà une conséquence de la faible atmosphère sur Mars. Le rover Sojourner, il a quand même réussi, il n'est pas resté coincé sur cette roche. D'ailleurs, avant de parler de ça, vous voyez que le système avait prévu, dans une zone où il y a quand même une densité de roches importante, avait prévu 2 rampes pour débarquer le rover, au cas où une des rampes serait contre un rocher. Et vous voyez que la taille des rochers est égale ou supérieure à celle du rover, donc ce n'est pas complètement évident de se balader là-dedans. Et alors on a eu de la chance puisque les 2 rampes n'ont pas été confrontées, n'ont pas été bloquées par des rochers, et le rover a pu se déplacer. Donc là, on voit une photo du rover qui est ici, sur une roche qu'on voyait précédemment. Donc c'est la flèche que je vous ai indiquée. Donc il a fait marche arrière, et vous le voyez ici en train de frayer son chemin au milieu de ces enrochements. Alors, avec ces photos et les sondes du rover, on a pu avoir pas mal d'informations de type géologique. Et les géologues, au vu de ce paysage-là, en ont déduit que par le passé, on avait des températures plus élevées et plus humides, et que ici, c'était une plaine d'inondation. Et avec ces pierres arrondies que vous voyez ici, bon, il y en a d'autres qui sont plus angulaires, mais elles n'ont pu être arrondies que par le transport dans de l'eau. Donc, il voulait dire qu'il y avait eu des zones d'inondation en début d'évolution de la planète, des courants d'eau et donc de l'eau liquide, donc des températures bien supérieures. Alors, les rovers, vous avez Sojourner ici, de 97, et vous avez en haut l'échelle. Vous voyez que les rovers de 2004 sont une échelle au-dessus, et que le Curiosity en 2012 est carrément un gros calibre. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est plus difficile de faire bouger des rovers de plus grande taille, et qu'ils ont réussi à faire avec succès l'atterrissage du rover Curiosity, ce qui est vraiment un exploit. Alors le voici, donc il a fêté ses 5 ans de service le 6 août 2007, cet été. La distorsion lui donne un aspect assez sympa, ça fait presque bande dessinée, et il se promène depuis 5 ans. Donc ça, c'est un selfie, comme on dit, de Curiosity. Et Curiosity donc, a donné des tas de photos extraordinaires. Alors par exemple, parmi beaucoup de photos, typiquement ces photos-là,
On voit ça sur Terre et on l'a confirmé sur Mars. Les géologues vous disent que là, vous avez des graviers arrondis à droite parce qu'ils ont été transportés dans une rivière, que vous avez à gauche ce qu'on appelle un conglomérat, c'est-à-dire que les grains de gravier ont été recimentés. Donc c'est une histoire géologique comparable à l'histoire géologique terrestre que vous connaissez, dont vous avez entendu parler dans vos cours de géologie. Donc il y avait de l'eau, ça bougeait, il y avait de l'érosion, etc. Et puis tout s'est arrêté il y a 3,5 milliards d'années, probablement à cause d'une neutralisation du champ magnétique. Ça, on ne sait pas encore trop pourquoi, et alors après une évaporation complète de l'atmosphère et une expulsion de plein de particules. Donc voilà, c'est une planète fossile. Voilà, donc à l'époque, il y avait de l'eau. Et ici, vous avez aussi une belle photo d'un ancien fond de lac. Ce sont des dépôts sédimentaires. Quand vous voyez ces plaques, c'est typiquement sédimentaire. Ça s'est déposé dans de l'eau, c'était lacustre. Et vous avez ici des dépôts soufflés par le vent. Alors encore une fois, bien qu'elle soit très faible à 6 millibars, l'atmosphère martienne et le fait qu'on ait des gaz, essentiellement du CO2, a une forte influence sur l'évolution de la planète. Ok, donc ici vous avez les sondes orbitales actuellement en opération. On a dans ces sondes énormément de capteurs qui donnent énormément d'informations. Thémis, ça nous donne toutes les émissions thermiques de la planète. On va voir que la notion d'inertie thermique est importante. IRAS, c'est une caméra haute résolution, HRSC de l'agence européenne. Ici, vous avez actuellement Mars Reconnaissance Orbiter qui nous donne extrêmement de choses en termes de caméras, de couleurs. Vous avez le CHARAD qui vous donne une idée de ce qui se passe sur jusqu'à 1 km, donc les structures de surface. Vous avez une sonde MAVEN qui s'intéresse à la sortie de gaz. Vous avez une sonde également indienne et une sonde Mars Trace Gas Orbiter, qui est la sonde européenne qui est arrivée. Alors celle qui voulait envoyer Schiaparelli qui s'est crashée, mais la sonde orbitale, elle, fonctionne correctement depuis l'année dernière. Bon, on revient sur Terre, puisque j'avais dit que je vous parlais de mécanique des sols. Je vais faire mon petite initiation à la mécanique des sols pour dire que souvent on sous-estime pour économiser les choses. Ça, c'est la grande frustration de notre métier de géotechnicien. Donc on revient sur Terre, d'accord, rapidement. Pour des gens qui voulaient économiser de l'argent, 700 lire en économisant sur les essais de reconnaissance des sols. Alors vous voyez les conséquences que ça peut avoir quand on ne connaît pas bien les sols. Alors sur les sondes, sur les rovers, vous avez des systèmes de reconnaissance des sols dont on va parler, mais sur Terre, vous voyez que il y a eu des conséquences importantes. Et là, typiquement, c'est parce qu'on avait une charge excessive dès le début de la construction et qu'on a eu des tassements différentiels. Bon, vous connaissez bien ça. Rapidement, la mécanique des sols, eh bien, ça c'est sous l'Assemblée nationale française. On la voit, elle est stable et c'est le fondement de notre démocratie. Mais quand on a creusé, vous voyez ici plusieurs dizaines de mètres pour créer un parking souterrain, on avait intérêt à ne pas fissurer cet édifice démocratique car le symbole aurait été catastrophique. Alors voilà, c'est une technique, on met des lits d'ancrage, on met des butons et on fait en sorte que le déplacement de surface soit inférieur au centimètre, voire moins, voire à 5 mm. Alors c'est quand même quand vous avez ici 30 mètres ou 40 mètres d'excavation, que vous avez une poussée au sol, il faut quand même faire attention et il y a d'ailleurs des accidents qui arrivent assez régulièrement, mais dans le cas de l'Assemblée nationale et de son parking, ça s'était bien passé. Ici, c'est aussi des choses auxquelles on s'intéresse. Normalement, vous avez une accélération verticale, mais avec un séisme tel que celui de Santa Tecla de 7,5, vous aviez à peu près la même chose en accélération horizontale et vous voyez comment le sol a été projeté avec 2000 disparus et un nombre incroyable de victimes. Donc ça, c'est un glissement de terrain. Et puis, puisqu'on est à l'école des ponts, évidemment, je peux résister à vous décrire la passerelle Simone de Beauvoir, là, qui a été calculée par le bureau d'études du président du département génie civil, pour ceux que ça peut intéresser. C'est une passerelle qui est en face de la bibliothèque, que vous connaissez peut-être. Elle est très élégante et sa particularité est qu'on a réalisé des ancrages dans le sol. Donc là, vous voyez la sortie des tirants d'ancrage qui sont allés s'ancrer dans le sol pour reprendre les efforts. C'est-à-dire que toute la traction que vous avez sur les tirants horizontaux ici,
sont repris, comme vous pouvez le voir ici, par un tirant vertical qui vient là, et ce tirant est allé s'ancrer dans le sol et s'est accroché là-dedans. Alors on met des tirants de précontrainte, on injecte du ciment, il faut quand même que ça reprenne des efforts importants, et donc vous voyez que les notions de frottement de ces tirants sur le sol pour en assurer la stabilité sont importants. Alors justement, en mécanique des sols, comme en mécanique, on change l'état de contrainte sur un massif, qui est soumis aux forces de gravité. On en déduit soit des déformations qui peuvent aller jusqu'à la rupture. Il est important de bien connaître leur réponse mécanique avec une reconnaissance sans économiser bêtement, et puis en faisant des essais au laboratoire, comme au laboratoire qu'on a ici, au laboratoire Navier, au CERMES. Et puis avec tout ça, on calcule toutes sortes d'ouvrages. Il faut bien sûr qu'ils tiennent, stabilité rupture. Il faut que les déformations ne soient pas trop fortes, donc maintenant on a souvent recours aux éléments finis pour faire ces calculs-là. Et puis on s'intéresse à l'interaction sol-structure, comme je vous ai montré, pour par exemple bien calculer la stabilité du tirant qui empêche la passerelle Simone de Beauvoir de flancher dans l'eau, quoi. Donc ça, c'est des espèces de formations profondes, on va dire, et puis vous avez des formations superficielles aussi. Et vous en avez ici, on va dire, une des premières fondations superficielles sur Mars, c'est-à-dire c'est le pied d'une vingtaine de centimètres de Viking en 1976. C'est une des premières photos très proches de Mars qui est sur le sol. Ça, c'est le pied numéro 1. Donc ça a été décrit, donc je vous ai juste montré ça par des articles extrêmement détaillés de la littérature. Vous avez des centaines d'articles. Et ces auteurs-là ont souligné l'importance de bien connaître les propriétés physiques des sols de surface et les processus géologiques pour baser toutes les missions qui allaient ensuite être faites sur Mars. Donc on s'est très tôt intéressé aux propriétés de surface des sols de Mars. Et donc ce que je disais ici, vous avez une interaction de type fondation superficielle entre le pied de Viking et puis le sol. Alors, point de vue mécanique, vous avez un atterrissage qui était à 2,3 mètres par seconde. On a observé une pénétration de 4 cm. Ici, vous avez une énergie qui correspond à l'impact. Donc, ça, on peut calculer la force équivalente qui correspond à l'atterrissage. Et puis, vous avez une déformation. Donc, vous faites le lien entre force et déformation, vous faites de la mécanique. Et vous avez une idée de la résistance du sol. Si le pied avait pénétré de 1 cm, ça veut dire qu'il aurait été plus résistant. Il a pénétré de 4 cm, le pied numéro 1. Et le pied numéro 2, on le voit moins nettement, il est là. Et vous observez qu'il est enfoui et on voit une espèce d'entonnoir. Et il est recouvert d'une espèce de poudre très fine. Donc c'était, entre guillemets, une chance qu'il n'en ait pas trop une d'ailleurs, parce qu'on a eu peur à l'époque. Mais vous avez ici une pénétration de 16 cm, donc dans un matériau beaucoup moins résistant, qu'on appelle drift material. C'est une poudre fine, soufflée par le vent, parce que ça c'est une autre conséquence des 6 millibars. On n'a pas beaucoup de pression, mais on a quand même du vent. Et cette poudre très fine, c'est un peu comme de la farine. D'ailleurs, elle fait des grumeaux. Et vous voyez qu'elle a une portance très faible et qui a failli menacer la stabilité de la sonde Viking. Alors ici, vous voyez une petite pente. Ici, vous voyez un petit escarpement. Et donc, c'est relié à la notion de cohésion sur laquelle je vais revenir. De Viking, on avait un échantillonneur que vous voyez là. Donc, l'échantillonneur, il a été foncé dans le sol. Et ici, c'est le même matériau que celui du pied numéro 2. Il est très fin. On estime que les particules ont un diamètre voisin de 10 microns, comme les LOS, les limons éoliens. Que ces particules-là sont agrégées, comme celles qu'on avait vues précédemment. Donc c'est très très fin, ça fait des petits grumeaux. Et il n'y a que des particules aussi fines que ça, de quelques dizaines de microns, qui permettent, ici c'est sur la Lune, Apollo, vous voyez cette trace de chaussure avec très très bien marquée et très très lisse. Il n'y a que des particules de l'ordre d'une dizaine de microns qui permettent d'avoir des traces aussi fines et aussi précises que ça. Bon, c'est de la farine, on va dire. Ici, c'est le crusty to cloudy, c'est des croûtes. Donc là, les géologues et les scientifiques se sont été très intéressés par le fait que vous voyez qu'en fonçant l'échantillonneur, vous avez une petite croûte qui dépasse. Ça veut dire qu'on a une espèce de cohésion qui fait que les sols ici sont collés entre eux. Donc ça, c'est important aussi. Et puis ici, c'est ce qu'ils ont appelé le bloqué matériel. Vous avez une tranchée avec des petits blocs. Donc vous voyez qu'on avait 3 types de sols très différents déjà observés depuis la sonde Viking.
Bien, alors, qu'est-ce qui va nous intéresser sur les sols martiens? Eh bien, c'est cet ensemble de données, la nature, la taille des particules, leur densité, l'angle de frottement, la cohésion, dont j'ai déjà parlé, et l'inertie thermique aussi. Donc, je vais balayer ça rapidement, en commençant par les tailles. Alors ça, vous avez déjà peut-être vu passer ça. Les argiles sont inférieures à 2 microns, les limons ont quelques dizaines de microns de diamètre. Sable fin, ici on est à sable de Fontainebleau, c'est 160 microns de diamètre. Vous voyez, sable fin, sable, gravier, cailloux. Alors typiquement, vous avez ici une image d'un limon qui est près d'Amiens, dont les tailles correspondent à celles du drift matériel. Et vous voyez, comme c'est un limon éolien, les grains sont un petit peu arrondis aussi par les effets du vent. Donc, bon, on commence à raisonner, on cherche sur Terre des analogues au sol martien. Et ce limon pourrait faire, bon, sous certaines conditions, un analogue correct. Alors, la densité de ces sols, c'est la densité d'un assemblage de grains qui ont une densité de 2,7 et de vide. Donc, c'est une moyenne, hein, c'est forcément plus petit que 2,7. Si vous mettez des grains en assemblage cubique centré, vous avez une densité de 2, qui est la plus grande densité que vous pouvez avoir pour des grains de même dimension. Ici, si vous êtes en assemblage le plus large possible pour des sphères de même dimension, vous êtes à 1,4 de densité. Effectivement, ce limon-là, ici, on a mesuré globalement qu'il était à 1,4 de densité. Et le drift matériel, justement, ben lui, on a vu qu'il était une très très faible densité, pas très loin de celle de l'eau, de 1,15. Et alors, c'est important d'avoir une estimation de ces densités de sol parce que c'est elles qui conditionne la résistance mécanique. Alors, sur Phénix, on avait un microscope optique, et vous voyez ces magnifiques photos de grains, vous avez l'échelle en bas. Donc, on a des grains, effectivement, qui font quelques dizaines de microns, qui sont arrondis, là, comme le grain 15 qu'on voit, le grain 14 qui est un petit peu agrandi aussi. Alors, il y a eu des études extrêmement précises sur la minéralogie, la composition de ces grains, mais vous voyez qu'on est ici, c'est ce qu'on appelle le régolithe martien. Il est arrondi à cause des effets du vent, et que si on le compare au régolithe lunaire, donc ça vient, ça c'est un sol qui a été rapporté de la Lune, hein, puisqu'on est allé sur la Lune, qui n'est pas loin, et on n'a pas de matériaux martiens sur Terre, c'est très très loin et on n'a pas encore rapporté. Mais vous voyez que le régolithe lunaire est très très angulaire parce qu'il n'y a pas de vent, et donc il n'y a pas la saltation qui fait que les particules vont s'éroder et s'arrondir progressivement. Donc c'est la grande différence entre les deux sols martiens. Encore une fois, c'est lié à la très faible pression atmosphérique sur Mars. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Alors après, vous me direz avec raison que quand même le vent avec 6 millibars, c'est pas grand-chose. C'est vrai, mais sauf que ça dure depuis 3,5 milliards d'années. Donc c'est le temps qui compense la faible pression. Bien, alors comment se forme un régolithe martien? Eh bien, c'est par bombardement par les météorites. Alors évidemment, la Lune et Mercure, qui n'ont pas de pression, sont soumis à beaucoup plus de bombardements que Mars, qui a les 6 millibars. Et nous, la Terre, on est préservé. Ce sont les étoiles filantes, hein, comme vous le savez. Les météorites arrivent que rarement, heureusement pour nous d'ailleurs. Donc, le météorite, il arrive quand même à 30 km par seconde en moyenne. Donc, c'est une déflagration du genre déflagration nucléaire. Il se vaporise instantanément. Il fait un trou, un cratère qui a 10 fois son diamètre et qui fait 1000 fois son volume. La roche est broyée, elle est éjectée tout autour jusqu'à 6 à 8 diamètres. Et plus ça va, plus la roche devient fine. Donc c'est pour ça qu'on parle de farine. C'est broyé. Au début, ça tape sur la roche. Ensuite, ça peut taper uniquement sur la poudre déjà broyée. Et ensuite, comme on l'a vu sur Mars, c'est soumis à l'action du vent. Alors ici, vous avez une photo justement du site où Mars va atterrir. Et c'est intéressant parce que vous avez justement le régolithe ici qui fait sur une épaisseur de 10 mètres, ici à peu près. Et vous voyez ici aussi, c'est intéressant de voir des cratères qui ont été remplis par du vent poussé, par du sol poussé par le vent. Vous voyez la roche source ici, bedrock. Ça ressemble un peu aux orgues basaltiques, il y a beaucoup de volcanisme sur Mars. Elle est broyée par les impacts, ça fait ici un éjectat qui est plutôt rocheux. Et puis au-dessus, à force de bombarder, vous arrivez à une poudre très fine.
Et le drift matériel, c'est la poudre très très fine, soumise à des bombardements successifs. Alors voilà, si vous avez vous pouvez avoir quelque chose qui vient ici, qui mobilise uniquement le régolithe déjà, donc là la poudre devient de plus en plus fine, ou vous avez ici un projectile de plus grand rayon, lui il vient taper sur le rocher, il va faire des blocs beaucoup plus massifs. Voilà ce qui se passe à l'endroit d'atterrissage de InSight. Donc vous avez ici, c'est intéressant de voir que vous avez un cratère A de 112 mètres et les taches noires que vous voyez autour sont des blocs rocheux, ce qui veut dire que ce cratère-là a tapé sur la roche. Et ce qui est intéressant, et donc c'est M. Golombek, là, dont je vais reparler parce que c'est une vraie vedette, a observé que celui de 75 mètres n'avait pas de blocs rocheux autour. Donc lui n'a pas tapé la roche mère sous-jacente, ce qui lui a permis d'affirmer que sur le site d'InSight, on avait au minimum 10 mètres de régolithe en poudre et que donc on pourrait foncer le thermomètre sans trop de danger. Alors, je continue avec mes notions de mécanique des sols qu'on utilise pour Mars, avec la notion d'angle de frottement. Ça, en fait, vous le connaissez. Vous savez que quand vous voulez déplacer une armoire, il vaut mieux, comme vous avez une force normale P égale au poids des livres et de l'armoire, il vous faut une force tangentielle forte. Et donc, comme vous savez ça, vous videz l'armoire, vous réduisez le poids P et votre effort tangentiel de frottement le long du sol, qui est réglé par l'équation qu'on appelle un critère de Moore-Coulomb en sol, P tangente phi, là vous arrivez à déplacer votre armoire. Et bien pour les sols c'est pareil, vous avez ce qu'on appelle une boîte de cisaillement, vous tirez la demi-boîte par rapport à la boîte inférieure, vous définissez un plan de rupture, donc vous avez le P qui est appliqué au-dessus, donc il est là. Et vous, à force de tirer avec T, vous arrivez à ce qu'on appelle le critère de rupture qui définit l'angle de frottement qui est le phi de l'armoire. D'accord ? Alors ici, ça vous montre, je vous ai dit que c'était important de bien connaître la densité des sols, ça c'est sur un sol terrestre. Vous voyez que, évidemment, quand vous réduisez la densité, l'angle de frottement réduit. Et l'angle de frottement gouverne toutes les questions de stabilité sur les sols. Et on cherche à avoir une idée des angles de frottement sur Mars. La cohésion, c'est un petit peu la même chose, sauf que cette fois-ci, le critère de rupture est déplacé avec une ordonnée de C. C, c'est la cohésion. Ça veut dire qu'en fait, même si vous avez P égale 0, vous avez une certaine résistance T qui est admissible, c'est-à-dire qu'elle est en dessous du critère de rupture, parce que les grains sont cimentés entre eux. Donc même sans effort normal, vous ne pouvez pas casser immédiatement. C'est ce qu'on appelle la cohésion, c'est le T à la rupture sous un P0. Donc c'est ici l'intersection du critère de rupture. Alors donc le critère, ça s'écrit différemment, on rajoute un C évidemment à la... Et ça, voilà, vous avez une sémentation des grains entre eux, et donc vous pouvez avoir une notion stable puisque le critère n'est pas atteint. Alors l'application de ces concepts à Mars, il est intéressant ici de regarder comment alors ce cratère, maintenant que vous y connaissez, vous voyez qu'il est assez vieux, d'abord parce qu'il en a reçu un deuxième ici, puis un troisième, puisque ça c'est un petit peu mou, ça veut dire qu'il y a de la poussière qui a été poussée à l'intérieur. Alors on peut dater ces cratères-là, il y a des recherches qui ont été faites. Vous avez un magnifique glissement de terrain ici, donc vous vous rappelez que les glissements de terrain, ça fait partie des choses dont on se préoccupe, caractérisé par un escarpement qui fait à peu près 5 mètres. Donc ça c'est dû au fait que les grains sont collés entre eux, donc c'est à relier à la cohésion du sol. Et puis ici, vous voyez d'ailleurs que vous avez des croûtes en surface de la masse de sol déplacée, c'est les réminiscences de cette croûte de surface. Et donc ça, c'est important de savoir que vous avez cette notion de cohésion sur quelques mètres en surface. Et puis ici, vous avez la masse de terrain glissée qui est non cohérent. Et ici, vous avez le même talus, sauf qu'il a été soumis à l'érosion éolienne et que vous ne voyez plus l'escarpement aussi raide qu'auparavant. Et donc vous avez une pente. Alors c'est intéressant parce que cette pente-là, on peut la relier à l'angle de frottement du sol.
Dernier point important, et là c'est plus martien que terrestre, c'est l'inertie thermique. L'inertie thermique, c'est la mesure par les sondes orbitales de la vitesse avec laquelle la surface change de température. Donc on a ici, on caractérise de 2 à 30 cm de sol de surface. Vous avez son expression. L'unité est tout à fait barbare, mais vous avez les fonctions de l'inertie de la conductivité thermique, ce qui est logique, de la densité du sol de surface et de la chaleur spécifique. Alors, on comprend bien, si vous avez des grains fins, ils vont se réchauffer et se refroidir facilement, et si vous avez des gros blocs de roche, ça prendra plus de temps. Donc, l'inertie thermique vous donne une idée, mesurée par les sondes orbitales, vous donne une idée de la taille des grains, à ceci près que si vous avez de la cohésion entre vos petits grains, elle va augmenter l'inertie thermique puisque ça correspond à une masse continue plus grande. Donc, il faut jouer entre la cohésion et l'inertie thermique pour avoir une idée de la taille des grains. Alors, si on en revient... Donc voilà, ça c'était les différents concepts auxquels je voulais vous initier pour comprendre un peu comment on a choisi et comment vont se passer les choses. La mécanique des sols sur Mars, ça comprend l'interaction entre les sismomètres et les vitesses de propagation, onde de compression de cisaillement que j'ai déjà décrite. Alors là, je vais aller assez rapide. La deuxième chose, c'est l'interaction entre les sismomètres et le régolithe. Tout est élastique dans la vie et le sismomètre, il est sur 3 pieds et on cherche à connaître la rigidité du ressort équivalent du sismomètre sur le sol. Et puis évidemment la pénétration dynamique de la mole, ça c'est l'essai de reconnaissance de base de mécanique des sols, c'est la pénétration dynamique. Alors rapidement ici, je vous montre le système, donc ça on l'a fait au laboratoire ici. Vous avez 2 petites plaquettes que vous voyez ici, piézoélectriques, un échantillon donc, qui fait 50 mm de diamètre et 100 mm de hauteur. On a une source en haut, un récepteur en bas, on envoie une onde. Voilà, ça c'est une carotte d'analogue de sol martien. On met ça pour le confiner dans une cellule dite cellule triaxiale et on obtient des vitesses. Donc là, vous avez à gauche le VP et à droite le VC qu'on a mesuré donc ici au labo. Vous voyez qu'on est autour de 200 à 700 mètres par seconde. En particulier, ce qui était intéressant, c'est que ça, c'était un simulant qui nous avait été envoyé par la NASA ici. Et ça, c'est un simulant qui nous a été envoyé par le DLR, les Allemands. Et vous voyez qu'ils ont une réponse à peu près analogue. Et ça, c'est assez proche du sol auquel on s'attend d'atterrir. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces valeurs-là, qui ont été mesurées chez nous par un postdoctorant, en disant si tu as 5 minutes, tu nous fais ça, ça serait bien. Il dit ok, je te fais ça pour te dépanner. Il ne faut pas le répéter, mais c'est devenu les valeurs de référence de la NASA pour le site d'atterrissage de Mars. Le deuxième chose, c'est l'interaction entre le sismomètre et le régolithe. Donc là, on a développé cet appareil-là sur un simulant qui nous a été envoyé par la NASA. Vous voyez, ça, c'était une pointe. Alors, c'est tout bête, sauf qu'il faut être précis quand même. On a à peu près la masse qui s'exerce ici sur un pied du sismomètre. On le pénètre dans le sable et on suit précisément la réponse en courbe de pénétration. Donc, ça donne ça. Vous voyez qu'on a ici différentes formes de pieds. Au départ, le CNES était parti sur un pied de cette forme-là. Ici, vous avez 20 mm, ici, vous avez 60 mm. Ici, c'est la force mesurée pendant la pénétration. Ici, c'est le degré de pénétration. Bon, voilà, donc vous voyez que ça finit par pénétrer avec une certaine force. Et en fait, on s'est aperçu qu'avec les pieds qu'ils avaient proposés, on n'aurait pas eu pénétration totale et on n'aurait pas eu contact de la plaque ici contre le sol. Et pour avoir la plus grande rigidité possible, donc on a fini par proposer cette forme de pied avec 10 mm ici. Et c'est donc ici qu'a été conçu le pied final du sismomètre qui est en ce moment donc à Denver chez Lockheed Martin. Alors il est très pointu, mais là on est sûr, avec les essais qu'on a réalisés ici sur un analogue martien à la bonne densité, on est sûr qu'il va se pénétrer complètement et assurer le contact avec la plaque. Donc voilà, on a contribué modestement, mais quand même un petit peu, en tout cas la conception du pied du sismomètre. La pénétration dynamique, eh bien là, ce sont les gens de Jet Propulsion Laboratory, donc la NASA
à Pasadena, près de Los Angeles, et puis les Allemands qui ont réalisé des essais à échelle 1 sur des grands tubes de 5 mètres de haut. Et puis aussi, il y a de la modélisation par éléments discrets, c'est-à-dire chaque grain est modélisé, et on modélise l'interaction entre les grains. Bien, alors, tout ça a permis, et donc ça c'est le fameux Matt Golombek, alors lui c'est à la NASA, tout le monde a peur de lui, d'abord parce qu'il a son caractère, et d'autre part parce qu'il connaît la planète comme sa poche, il passe sa vie à regarder des photos de satellites qui sont, comme vous l'avez vu, de plus en plus belles. Et toutes les missions sur Mars, c'est lui qui définit aussi d'atterrissage. Là, vous avez Pathfinder, là, vous avez Mars Science Laboratory, c'est Curiosity. Et chaque fois, ça a bien marché, chaque fois, le site était conforme à ce qu'on voulait. Donc voilà, c'est un homme respecté et craint, et qui connaît la planète comme sa poche. Alors vous avez aussi ici, vous vous rappelez, c'est Bruce Banner, c'est le responsable de la mission. Elle, c'est Sius Mrekar, c'est la responsable adjointe, et Philippe Lognonnet, c'est donc le prof de l'IPGP pour qui nous avons travaillé. Donc, ils ont défini, donc c'est Golombek, là, c'est sa publication de référence, ils ont défini le site d'atterrissage. La précision maximum qu'on a depuis la Terre, c'est une ellipse de 130 par 27 km. C'est déjà pas mal de savoir que après 6 mois de traversée, on va être dans cette ellipse-là, c'est quand même fort. Et vous voyez qu'on l'a choisi dans un endroit où il y a peu de cratères, évidemment, parce qu'on voulait être quelque chose de très plat, et peu de blocs rocheux aussi, sachant que la tolérance maximum en inclinaison, c'est 15 degrés entre les différents pieds de l'atterrisseur. Ben voilà, maintenant, vous êtes en mesure de comprendre ce que ça veut dire. Vous avez tous les paramètres auxquels que je vous ai décrits. Hein, c'est comme ça qu'on décrit les sols martiens. Donc, vous connaissez le drift, le sand, vous connaissez crusty to cloudy sand, on l'avait vu avec Viking. Blocky indurated soil, on l'a vu aussi. Donc, vous voyez qu'ils sont caractérisés par leur densité, qui est encore une fois le point essentiel, leur taille de particules, la cohésion. C'est là que vous voyez d'ailleurs que le block indurated soil, c'était sur Viking, celui qui était à droite, on voyait des blocs et une tranchée. Ben lui, il a une cohésion un petit peu plus forte, hein, qui va jusqu'à de 3 à 11 kPa, ça c'est quand même assez fort. Ça veut dire, il y a un bon côté, c'est-à-dire si on vient atterrir dessus, ça sera bien solide. En revanche, si on veut percer avec la molle pour le thermomètre, on aura peut-être des difficultés. Nous, donc Golombek a choisi une zone où on a une inertie thermique, donc vous la voyez ici. Alors vous voyez, ça c'est l'unité barbare de l'inertie thermique dont je ne vous ai pas trop parlé. Et en fait, sur le site de InSight, on va avoir une inertie thermique de 180 qui est, alors c'est super, hein, l'inertie thermique, elle est donnée par le capteur Thémis. Donc là, vous l'avez, hein, vous voyez qu'on est à peu près par là. Les couleurs, c'est plutôt par ici. Donc on est à 180. On sera quelque part là-dessus. Il y a des endroits où ça sera un petit peu plus faible en bleu. Ça veut dire que les particules vont être plus fines et qu'on risque d'avoir moins de portance pour la sonde. Des endroits où c'est rouge, c'est en particulier ici autour des cratères. Ça veut dire que là, on a peut-être un peu de cohésion. Donc vous voyez, encore une fois, c'est exceptionnel. On a une telle qualité de données physiques de tous ordres qui sont données par les sondes orbitales qu'on peut avoir pour la sélection du site vraiment des informations essentielles. Donc voilà, on sait, d'après l'inertie thermique, et comme il n'y a pas de cohésion, que la taille des particules seront de 170 microns. Alors c'est là que je leur ai dit, vous m'avez envoyé des sables du désert du Mojave, ça c'est la NASA, ensuite des sables de Eiffel, mais en fait vos sables ils sont trop angulaires, parce que ces choses-là m'ont été envoyées par des minéralogistes et géologues, et finalement la conclusion que je leur ai dit, vous savez, celui qui se rapproche le plus du sol sur le site d'InSight, c'est le sable de Fontainebleau. Je vous ai dit qu'il faisait c'est 0,170 mm, il y a une erreur ici, c'est 170 microns. Le sable de Fontainebleau, on sait joliment dans certaines zones qu'il a été arrondi uniquement par la saltation éolienne. Donc en fait, il faudrait maintenant faire les essais sur ce sable-là. Voilà, alors tout ce que je vous ai raconté est écrit dans cet article-là, et je terminerai dans les temps, à peu près, j'ai dit 1 heure, ça va. Donc vous voyez le fameux Matt
qui était là, qui a relu mon premier manuscrit, me dit « Ouais, ça vaut rien, c'est nul, ici, il faudrait que tu arranges ci, etc., etc. » Et évidemment, il a beaucoup contribué à la qualité de l'exemplaire. Vous avez aussi les 2 personnes que vous connaissez de la mission. Vous avez mes collègues du laboratoire ici qui ont participé. Donc là, ce sont des chercheurs et des ingénieurs de recherche de notre équipe. Et puis je finirai, comme vous avez commencé avec la recherche, par dire que ceux qui ont fait la plupart du boulot, comme d'habitude, c'est le premier étudiant qui est un étudiant en master, le deuxième qui était en postdoc et le troisième qui était en thèse avec moi, qui a soutenu récemment sur un sujet qui n'a rien à voir. Voilà, je vous remercie de votre attention.